Nouvelle émission, nouvel invité, mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Vérité des Faits. Comme nous avons l'habitude plutôt de dire, de temps en temps qu'ici nous parlons actualité. Et aujourd'hui nous allons parler en ce qui concerne l'état des sièges dans la province des l'Ituri et du Nord Kivu. Ça a été décrété par le chef de l'État, vous le savez. Nous allons aussi parler de cette actualité, affaire carte visa. Ça fait débat ici en République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Junior Ifoli, il est communicateur du parti Abako, allié de l'IDPS et rapporteur principal de la structure citoyenne Milelo Oya Mboka. Junior Ifoli, bienvenue à ces numéros de magazine Vérité des Faits. Merci beaucoup, bonjour monsieur Mercis. J'ai dit bonjour à tous les Congolais ainsi que à tous les peuples ituriens qui passent dans des moments très difficiles, des atrocités de guerre depuis plus d'une décennie. Je dis aussi bonjour à tous les Gomatraciens qui traversent cette période rude de l'éruption volcanique ainsi que le tremblement qui serait leur quotidien. J'ai dit bonjour aussi à tous les Congolais ainsi qu'à tous les enfants de la commune de Lancélé, c'est de Mpassa, c'est de Bibo ainsi que c'est de BAT. Voilà, un mois après, nous allons débuter avec l'état des sièges. Un mois après la proclamation de l'état des sièges dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, quel bilan adressez-vous? En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant de te répondre, de dire d'abord un mot, de placer un mot là-dessus, à propos de ce qui concerne cet état du siège. Nous avons vécu dans ce pays une décennie très douloureuse de guerre, des affres de guerre. Je ne peux pas dire là, j'accuse pas le régime passé, mais j'accuse les atrocités des guerres qui se sont passées dans notre pays, dans mon pays, lequel mon peuple est victime. Nous avons constaté que dans les provinces telles que l'Ituri, le Nord Kivu, ces deux provinces-là, avec les autres provinces que je n'ai pas citées ici, sont passées des moments très difficiles de guerre. Les victimes, ce sont des Congolais comme vous et moi, nous sommes ici. Nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, nos amis qui se sont fait victimiser à travers cette mutinerie de guerre au niveau de l'Est, sont aussi Congolais. Si je devais répondre à votre question, je suis d'avis et partant de cet état de siège que le président de la République... Pendant qu'il y a des morts. Oui, il y en a eu toujours de morts. Les bilans, jusqu'à nous sommes dans la période de l'état de siège. Effectivement. Et ça a été prorogé récemment par les parlementaires à l'Assemblée nationale. Effectivement. Le bilan, il est positif. Pourquoi? Parce que avant que le chef ait décrété cet état de siège, nous avions assisté dans des guerres récurrentes, dans des atrocités récurrentes, mon cher ami. Mais pendant que, au moment où ça devrait au moins cesser parce que nous sommes pendant la période de l'état des sièges. Bon, cesser comment? Comment on doit cesser, on doit rupturer cet état des sièges tandis que il y a encore... Non, la guerre, je parle de la guerre. Vous parlez de la guerre? Exactement. Mais tu es journaliste, nous suivons les informations tous les jours. Il y a une différence entre avant état des sièges et après et pendant l'état des sièges, parce que nous sommes pendant l'état des sièges. Avant, certains observateurs, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Il y avait parce que les atrocités continuent. Les ADF, les rebelles des Kadeko, qui avaient construit le barrière ou soit mis des barrières dans toute la dans toute la région de l'Ituri et Sud Kivu. Maintenant là, nous avons constaté que les FRDC, qui est une armée régulière, une armée républicaine, a poussé hors d'état de nuire ces rebelles qui semaient la terreur, qui semaient les désordres dans notre territoire. Ils sont maintenant loin. Donc pour moi, je peux dire que non, le bilan n'est pas négatif. Le bilan n'est pas aussi à 100% positif, mais le bilan, il est à 70% positif parce que nous irons vers
la fin, parce que c'est mon souhait. Donc, constatez-vous un changement dans la lutte contre les groupes armés? Effectivement, il y a un petit changement, mais il n'y a pas un changement radical. Il y a un petit changement que nous louons. Donc, il faut-il aller en prorogation en prorogation? Effectivement, parce que le choix est discrétionnaire du chef de l'État. S'il constate comme les souhaits du chef de l'État. Effectivement, s'il constate et que il y aurait lieu de proroger encore cet état de siège, moi je suis partant, je dirais oui, parce que nous devons mettre fin vraiment à ces atrocités de guerre récurrentes qui ont fait beaucoup de morts dans cette partie de la République, qui dérange aussi nous autres qui sont ici à Kinshasa, les autres amis, les autres compatriotes qui sont à l'Équateur, au Katanga, au Dékassai, sont aussi de cœur à ceux-là qui souffrent dans cette mutinerie récurrente au niveau de l'Est du pays. À la place des décideurs, auriez-vous instauré l'état de siège dans l'Ituri et au Nord Kivu? À la place des décideurs, si. Ceux qui gèrent la République. Exactement. Si vous étiez à la place des décideurs. Effectivement, j'emboîterai le pas. D'ailleurs, moi, je me limiterai pas seulement à décréter un état de siège au niveau de l'Ituri et de l'Est. Moi, si c'était moi à la place de ceux qui gèrent la chose publique, je décréterai l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national parce que l'insécurité bat son plein dans tous les Congos. Là-bas, c'est grave. Mais il y a aussi des provinces qui souffrent de cette insécurité. Même ici à Kinshasa, il y a des milieux où, merci, si vous irez là-bas, vous vous rendez là-bas, il y a de l'insécurité même dans la commune de l'Ancélé que je vous parle. Là, c'est votre base qui vous... Effectivement, il y a aussi de l'insécurité qui bat son plein. C'est partout. J'instaurerai un état de siège sur toute l'étendue du territoire national, mais beaucoup plus particulièrement à l'est du pays, là où le rebelle sème le terreur tous les jours pour déranger les quotidiens de notre population. L'état de siège a-t-il des avantages ou un inconvénient? Justifiez votre réponse, s'il vous plaît. L'état de siège a des avantages. Pourquoi je dis des avantages? Parce que, pas des avantages, mais les avantages. L'état de siège a les avantages parce que les gouverneurs militaires, ils gèrent la province sous des casquettes. Ils gèrent la province sur le plan administratif et ils gèrent la province sur le plan sécuritaire. Un gouverneur civil pouvait aussi gérer bien l'état de siège, mais si le chef de l'État a porté son choix, son dévolu sur un haut cadre de l'armée pour gérer la province comme étant gouverneur, c'est très avantageux parce que lui, c'est un militaire, son adjoint, c'est un officier, un haut gradé de la police. Ils savent comment gérer ce qui se passe sur le plan sécuritaire. Ils savent comment repousser de loin, mettre hors d'état de nuire le rebelle qui sème le désordre dans cette étendue-là. Raison pour laquelle tout à l'heure je venais de vous dire que les choses vont bien à 70% de l'autre côté, parce que là où ils avaient construit leurs barrières pour déranger la quiétude de la population, là où ils avaient construit leur QG pour déranger la population, nous sentons que, et nous avons l'information que ces gens-là, ces mutins-là, sont déjà à l'écart, et les gouverneurs militaires, avec les concours du gouvernement national, du gouvernement central, sont en train de travailler pour éradiquer à jamais cet état des choses. Voilà, nous n'allons pas s'attarder là-dessus, nous allons changer de cap des sujets bien évidemment. Vous le savez, cette affaire carte et visa, ça fait débat ici en République démocratique du Congo. Que de révélations sur cette affaire. Raison pour laquelle on ne va pas s'attarder là, on va en parler également avec Junior Ifoli. Junior Ifoli, vous avez suivi des révélations à travers cette affaire des cartes Visa. Quels sont les bénéficiaires des dites cartes, des crédits objets de la lettre suscitée? Merci beaucoup, monsieur Mercis. En tout cas, j'ai suivi cette révélation issue des enquêtes de votre confrère des Bosolo politique, Israël Mutombo, qui a fait ses enquêtes journalistiques tant que journaliste. Alors, il s'est révélé qu'il y aurait
le présumé détenteur de carte Visa qui soutirerait l'argent du paisible. C'est encore au conditionnel. Effectivement, puisque lui, il a mené les enquêtes. Maintenant, il serait mieux que soit la justice ou l'inspection générale des finances puisse acheter ou soit prendre les choses à main, vérifier si seulement si il y aurait une centaine de personnes qui détiendraient ces cartes-là, des visas, qui soutiraient l'argent de l'État comme ça, facilement, mon cher ami. Nous sommes dans quel pays? Tout à l'heure, nous venons de parler des problèmes de l'Ituri et du Kivu. Il y a nos militaires qui souffrent là-bas, mais ils sont mal payés. Ils ont des problèmes de salaire. L'Assemblée nationale, le Sénat, se sont convenus pour cotiser $500 par chaque élu, chaque député, chaque sénateur, pour pouvoir envoyer l'argent aux FRDC. Mais c'est une honte de la République. Une armée nationale puisse recevoir des cotisations émanant d'une institution. Moi, j'ai mal. On apprend aussi, il y a les dons qui ont été détournés, les dons venant de la première dame de la République, Denise Nyakiro, ont été détournés. Parce qu'au sein de la société civile, il y a des structures malhonnêtes. Est-ce qu'il y a-t-il du sérieux dans ces pays? Il n'y a pas du sérieux. Il n'y a pas du sérieux dans la gestion publique. D'ailleurs, moi j'aurais souhaité que s'il y a des dons de legs qu'on voulait envoyer à nos amis, à nos compatriotes, sur cette affaire des cartes Visa. Mais cette structure de l'Église catholique qu'on appelle la structure là de l'Église catholique qui gère les affaires sociales, hein? Cette structure là, son nom m'a échappé. D'ailleurs, l'autre fois, il payait aussi même le fonctionnaire. Caritas. Oui, Caritas est là. Le Caritas est là. Il peut servir de canal pour que les bénéficiaires de ces legs et dons puissent prendre leurs dons facilement, en lieu et place d'envoyer dans des structures malhonnêtes, dans des structures moins sérieuses qui sous-attendent que nous sommes dans la société civile. Nous recevons des dons pour envoyer aux gens qui sont de l'autre côté à Goma. C'est malhonnête. Si je pourrais aussi répondre à votre question première sur le carte Visa, c'est une honte. Nous décrions l'autre fois que le régime passé était un régime de libertinage. Et non de liberté, de libertinage. Comment se fait-il si il s'avérait que ce point de vue des enquêtes de M. Israël Mutombo est-il vrai? Un individu qui n'est pas même au gouvernement comme ministre de la République, n'a-t-il pas été instrumentalisé pour faire ses révélations à la télé? Bon, instrumentalisé par qui? Il peut être instrumentalisé par qui? C'est un journaliste de formation, c'est quelqu'un que je connais mieux. Il a fait ses enquêtes et il a dit qu'il détient de preuves tangibles qui prouvent assez que ces gens-là toucheraient $50,000 par individu à travers ces cartes Visa. C'est honteux. En collaboration avec le ministère des Finances, la Banque centrale ainsi que les banques commerciales, d'après les enquêtes de votre confrère Israël Mutombo. Est-ce que dans ces pays comme le nôtre, où un enseignant, il est mal payé, nous avons de nouvelles unités dans tout le secrétariat général de l'administration publique, qui ne touchent même pas un sou. Nous avons des policiers qui gangrènent tout le long de la journée, sans pour autant avoir ne fût-ce qu'une eau pour boire, une eau pure. Mais, quelqu'un, il serait dans un parti politique, soi-disant, l'autre fois à pouvoir, ou soit en coalition, toucherait $50,000 les mois pour aller gaspiller avec ses copines, avec sa famille. J'ignore, ces cartes sont restées opérationnelles après la fin du gouvernement. Ilou Kamba, pourquoi ne pas le remettre au moment de la remise et reprise? Le remettre à qui? Mais à la gestion publique, au trésor public. Non, vous savez, les enquêtes qui font, soit... donc on peut dire qu'il y a eu légèreté sur cette affaire. Il n'y a pas eu légèreté. Dans la gestion de la Res Publica, les choses ne se font pas d'emblée. Le pays ne se gère pas par un bâton magique. Le pays, la Res Publica se gère d'une manière graduelle et
sûrement, parce que si seulement si ces choses-là sont fausses, mais qu'il passe contredire M. Israël Mutombo. Qui sont réellement les véritables bénéficiaires de cette somme estimée à $50,000, comme vous l'avez dit. D'après parce que moi, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce sont les enquêtes d'un fils du pays qui est journaliste. Que vous êtes à la BACO, à l'UDPS. Effectivement. Donc il peut y avoir quelque chose là, vous pouvez citer. Monsieur Mercis, lorsque nous parlons de la République, il faut ôter les connotations politiques. Je suis communicateur du parti Abaco qui est allié de l'UDPS, mais il faut avoir aussi sa casquette congolaise. Là, quand je parle là maintenant... Ça veut dire quoi, la casquette congolaise? La casquette congolaise, c'est que je suis congolais, mon peuple, également moi aussi. Nous sommes en train de périr dans notre propre pays, tandis qu'une firme de copains réjouit avec l'argent de contribuables congolais, ils se prennent cet argent-là pour aller vilipender ailleurs, dans des pays étrangers, pour aller mettre dans des comptes étrangers, tandis que un Congolais souffre avec son propre argent qu'il contribue au trésor public. C'est injuste, raison pour laquelle je lance un appel pathétique au procureur général de la République. Il y a maintenant une information selon laquelle il y aurait de cartes Visa qu'il ouvre une action judiciaire à propos de ces dossiers, afin que si ces enquêtes-là sont vraies, c'est la justice qui traite les dossiers, s'ils sont innocents. Mais l'inspection générale des finances aura-t-elle le courage de publier ceux qui se sont servis des cartes bancaires depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays? Non, vous devez savoir aussi, l'inspection générale des finances n'est pas une structure politique. Là, je dois vraiment m'atteler là-dessus. C'est une structure de la présidence de la République, bien sûr, rattachée à la présidence, oui. Mais c'est une structure publique qui n'a pas de lien politique, qui n'a pas un cordon ombilical qui relie l'inspection générale des finances et la politique. Donc, si messieurs, le chef de service, monsieur Gilles Alinguet, que j'ai salué en passant, il est en train de faire son travail d'enquête dans des structures étatiques, dans des établissements publics. C'est parmi les missions phares de l'IGF. Et l'IGF devrait normalement transmettre les dossiers au niveau de la justice. Mais observateurs, l'IGF ne fait pas bien son travail. Il est en train de poursuivre ce qui était dans l'ancien régime et non ceux qui sont actuels dans les régimes actuels de Félix Tshisekedi. Monsieur Mercis, nous vivons ici dans ces pays, vous et moi. Les Congolais qui sont à la maison nous suivent. Il y a 10 ans passés, moi je connaissais l'IGF parce que je suis politique, je suis aussi journaliste de formation comme vous. Je mène mes enquêtes. Mais il y a de ceux-là qui ne connaissaient pas l'IGF. Mais l'IGF existait. Il y avait aussi des cadres qui géraient l'IGF. Il y avait aussi des inspecteurs qui géraient l'IGF. L'IGF existait. Mais pourquoi seulement que dans ces régimes tshisekédistes, l'IGF a pris de l'ascenseur? C'est parce que l'inspection générale des finances, qui est l'IGF, à travers le chef des services, qui est l'inspecteur général, travaille sur la vision phare du chef de l'État, qui donne le peuple un ascenseur, qui donne le peuple la raison d'être, qui met le peuple au centre de toute chose. Par rapport à l'ancien régime, il y avait l'IGF, l'ancien régime, mais on ne connaissait pas. Pensez-vous que l'IGF aujourd'hui va faire la poursuite à Eteni Longondo qui est de Mais pourquoi pas? Qui est Eteni Longondo? Eteni Longondo, c'est un Congolais, un simple Congolais comme vous et moi. Mais jusque-là, il n'y a pas les enquêtes, surtout. Si l'IGF lui-même... qui a été décaissé. Si lui-même, l'IGF, d'après ses enquêtes... De COVID-19. Si l'IGF lui-même, d'après ses enquêtes menées, a jugé bon que,
par rapport à mes enquêtes, tant que l'inspection générale des finances, je n'ai pas... On voit beaucoup plus, l'enquête est beaucoup rapide du côté de l'ancien régime, notamment dans cette affaire de Bukangalonzo, affaire Bukangalonzo. Mais jusque-là, on ne voit pas l'enquête en ce qui concerne la gestion des Covid-19 avec Teni Longondo. Raison pour laquelle j'étais en train de dire que si l'IGF, elle-même, a vu que, d'après ses enquêtes, Teni Longondo là ce n'est pas moi, c'est dans le conditionnel, n'avait pas volé l'argent du contribuable congolais. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est l'IGF qui est chargé de ces enquêtes. Parce qu'il y a eu des révélations, il y a eu des révélations. Sans preuve. Il y a eu des révélations. Sans preuve. Il doit y avoir des révélations avec preuve. Par exemple, la fameuse histoire de carte Visa. Est-ce qu'il y a des preuves? Monsieur Israël Moutomoké, votre confrère, non, moi je l'ai suivi, il a dit que lui, il a mis quiconque à défi qu'il a des preuves tangibles et palpables. Si cette donne est fausse, il fallait qu'il brandisse ses preuves. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que le procureur général de la République, les dossiers là, qui s'en prennent à ces dossiers là pour que si vraiment que ces gens là détiendraient ces cartes. Mais c'est une honte, mon cher ami. La République souffre. On contribue pour une armée nationale. $500. Si on prend 108 sénateurs avec $500 le mois, $60 000 le mois, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que l'IGF réunissait plutôt son courage et publie les noms des gens, ceux de l'entourage de Félix Tshisekedi, ne vont-ils pas réellement figurer sur sa liste? Laquelle liste? La liste sur laquelle s'il publie la liste pour des gens qui ont les cartes Visa. Voilà, qui ont des cartes Visa. Est-ce que pensez-vous l'entourage de Félix Tshisekedi figurerait dans cette liste, sur cette liste? Je suis nationaliste. S'il s'avérait que quelqu'un de l'entourage du chef de l'État se retrouverait dans cet état des choses, il serait bien poursuivi. Pensez-vous que les noms effectivement le chef de l'État figurerait sur cette liste? Je peux juste vous brandir un petit exemple. Un allié de taille, parce que nous sommes des alliés de l'UDPS, parce que mon parti Abako est allié de l'UDPS. Mais il y a un allié de taille que vous et moi nous connaissons, M. Vital Kamerhe, qui fut d'ailleurs le directeur de cabinet du chef de l'État. Je ne dis pas ici que M. Vital Kamerhe a volé l'argent de la République, mais c'est la justice qui avait pris cette affaire et a dit que M. Kamerhe, il était dans les affaires des maisons préfabriquées. Mais si c'est son allié d'État qui est Vital Kamerhe, qui est actuellement arrêté, il est emprisonné, a fortiori les autres membres de l'entourage du chef de l'État. S'il y a il y a aussi certaines personnes qui sont dans les entourages du chef de l'État, sont cités dans cette affaire, ils seront arrêtés. Nous sommes dans un état de droit, nous prenons d'ailleurs pour ça. Mais ce qui m'a étiqueté, ce qui nous fait mal beaucoup plus, c'est les 50 000 là le mois, si vraiment les héritiers de la Banque centrale détiendraient ces cartes Visa, c'est une honte de la République. Je salue l'honorable Eric Ngalula qui a introduit une question orale avec débat pour le gouverneur de la Banque centrale qui justifie cet état des choses, s'il est vrai ou faux. N'est-ce pas l'IGF joue le protectionnisme d'un camp et de s'acharner sur un autre camp? Bon, je dirais, je ne peux pas répondre à la place de l'IGF, mais en tant qu'observateur, je dirais non, puisqu'elle fait son travail. Non, mais les faits sont réels. Les faits sont réels. Moi, je ne prends pas... J'ai cité, par exemple, l'affaire Bukangalonzo. Jusque-là, la poursuite, elle était un peu rapide, selon les différents observateurs, leur plutôt observateurs, oui, voilà, leur observation, voilà, par rapport à cette affaire. Voilà. Mais si alors l'IGF avait trouvé que dans cette gestion de ces parcs de Bukangalonzo, il y a eu un prétendu détournement de 200 millions de dollars. À cette époque, qui gérait le gouvernement central? C'était le Premier ministre Honoré Matata Ponyo. Et puis c'est sous son mandat que le parc là avait été créé. C'est tout à fait normal qu'il soit entendu. Si aussi on parlerait d'une prétendue
ou un prétendu détournement pendant la gestion du gouvernement, de l'exécutif, dans la période de M. Tshibala Nzenze. Moi, je donne la chance à tout le monde, je donne la chance à l'IGF de faire bien son travail, mais sans pour autant faire un deux poids, une deux mesures. Là, je ne peux pas... C'est ce que l'IGF est en train de faire, là, en croire les observateurs. Non, nous sommes tous les observateurs. Vous êtes journaliste de formation, vous êtes investigateur, vous faites vos investigations. Donc, nous ne pouvons pas ici affirmer que l'IGF est en train de faire un deux poids, une deux mesures. Mais elle est en train de faire son travail, mais je donnerai aussi un bon conseil à est-ce que l'IGF doit-elle se limiter sur le fait d'annonce seulement, incriminer les anciens mouvanciers? Bon, l'IGF n'est pas une justice. Hein. Nous avons une justice dans notre pays. L'IGF n'est qu'une inspection qui se limiterait juste au contrôle financier. Mais il y a une justice... Mais une certaine intimidation de la part de l'IGF. Il intimide comment? Si il cite que Junior Ifoli, quand tu gérais la Banque centrale, tu avais... Surtout dans la presse. Non. Par exemple, moi, aujourd'hui, si on m'énumérait, par exemple, ministre ou premier ministre, je suis journaliste de formation. Je vais travailler dans mon secteur, dans ces secteurs-là, lesquels qu'on m'énumérait, mais mon plus grand défi, c'est de travailler avec la presse. Parce que la presse, c'est le seul canal qui vend le travail de quelqu'un, ou soit qui fait passer l'information le plus vite possible. Mais s'il travaille avec une presse, où est le mal? Ce n'est pas mauvais. Peut-être, je dis peut-être, dans le travail de l'IGF, elle veut travailler avec la presse pour brandir le fait palpable de ceux-là qui ont entravé l'argent des contribuables congolais pour ne pas que l'IGF nous acquise. Il n'y a pas de preuve, tout ça, mais quand on brandit ça via la presse, les informations passent facilement et le peuple congolais saura maintenant où c'est maintenant que telle personne ou telle personnalité avait volé l'argent de l'État. Ce n'est pas aussi mauvais travail avec la presse. Junior Ifoli, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, dites-nous, vous êtes communicateur du parti Abako allié de l'UDPS. Est-ce que l'Abako, ces partis, je ne sais pas, ça existe toujours? Merci beaucoup. Apparemment, vous ne organisez plus les activités, des réunions. Le parti est devenu un parti fantôme ou quoi? Merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, c'est une bonne question. On m'a toujours posé cette question-là. L'Abako n'existe plus. L'Abako existe, raison pour laquelle nous avions participé au... Est-ce que dans l'Abako, il y a des Bakongo, plutôt, il y a ceux d'autres tribus? Moi, je suis Mungala, je suis de l'Équateur. On sous-entend que les gens disent que l'Abako, c'est un parti du Congo central, un parti tribal. Mais moi, je suis cadre au sein de l'Abako, je suis de l'Équateur. J'ai été candidat sur la liste d'Abako. Abako, aujourd'hui, nous avons des députés provinciaux. Vous étiez candidat? J'étais candidat à la circonscription électorale de l'Ancélé, sur la même liste avec le ministre, son excellence Charles Mboutamou, le ministre provincial de l'Éducation, avec l'honorable Ida Moutara Dengalema, avec l'honorable... Junior? Pas Junior Nemalemba, Bayamboudi Larifa. Nous étions sur la même liste. Donc l'Abako existe. Nous avions atteint le seuil qui était difficile pour les autres partis. Et nous sommes parmi... si c'est entre le 4 ou 3e parti au niveau de l'Assemblée provinciale, même au niveau du Congo central. Vous êtes sans ignorer que le président jusque-là. Vous êtes sans ignorer que le président Matoussi, là, il était le président de l'Assemblée provinciale au niveau du Congo central. C'est-à-dire le parti, il est visible au sein des institutions, même au niveau de la population, nous sommes visibles. D'ailleurs, tout à l'heure, là... Non. D'abord, ici à Kinshasa, nous ne voyons pas... Vous êtes presque absent. Nous ne sommes pas absents, nous sommes présentes. Malheureusement, nous on ne fait pas la politique comme les autres partis les font. Vous le faites comment? La politique, de se brandir, la politique de se vanter. Nous, on fait la politique pour conquérir d'abord le pouvoir et gérer bien la responsabilité. Vous vous souvenez, hein? Ensuite, détourner $50,000. Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez, hein, monsieur le journaliste, une fois, l'actuel chef de l'État revenait dans une mission. Quand il est venu, c'était en 2019. Il a pris l'argent qu'il avait
qui était resté. Il a donné ça à la Banque centrale comme si donc c'était son l'argent de qu'est-ce qu'on appelle ça, l'argent, les frais d'émission qui sont restés, tout ça. Il a mis ça au Trésor public. Vous croyez que cette attitude-là de faire les choses venait d'où? Venez de la BACO, du président, le tout premier président de la République, le président Kassavou. Vous êtes journaliste, vérifiez l'information. Quand il revenait des missions, il prenait l'argent de l'État. Donc nous sommes un parti respectable et respectueux. Nous existons. Demain d'abord, nous aurons une activité politique au niveau du siège. Nous sommes bien que nous sommes alliés de l'UPS, mais nous avons notre autonomie aussi. Nous existons, nous travaillons, nous avons aussi des propositions que nous émettons. Ah, donc l'UDPS vous finance parce que le parti est presque non, mort. le parti ne bénéficie aucun sous de financement d'un autre parti qui que ce soit. Le parti vit dans des cotisations de membres. Nous avons aussi de nos élus, ils cotisent. Ils cotisent, nous avons nos élus qui cotisent. Mais c'est quoi la structure citoyenne Milolomboka? La structure citoyenne Milolomboka, c'est une structure qui réunit plus de 25 associations en son sein, laquelle je suis le cofondateur. Le fondateur, c'est notre coordonnateur. Mon cofondateur, c'est notre coordonnateur, monsieur Maître Leader Kingondi. Je le salue en passant. Notre objectif, c'est de brandir, c'est d'accuser les problèmes sociaux de base à ceux qui gèrent la République. C'est-à-dire qu'au funda, pas si mignolo, maman tout le monde est amabé, et pas yabato ba gérer mboka. Raison pour laquelle, en 2020, au mois de septembre, nous avions écrit au chef de l'État pour lui dire que non, nous, les Milolamboka, avant d'ailleurs que le président de la République puisse décréter les assises de consultation, nous avons écrit, nous avons proposé ça. Non, monsieur le président de la République, vu, nous les Milolamboka, nous voulions assez que vous puissiez organiser un cadre de consultation permanente, lesquels regroupera toutes les structures de la société civile ainsi que les structures politiques pour enfin dégager des solutions. Un mois après 8 jours, le chef de l'État a répondu positif. Et nous étions aussi invités par le biais de notre coordonnateur. Voilà, Junior Ifoli, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Merci, également. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, je rappelle que vous êtes coordonnateur, plutôt communicateur du parti à Bako, allié de l'UDPS et rapporteur principal de la structure citoyenne Mileloyamboka. Nous avons parlé au cours de cette émission de l'affaire carte Visa, qui fait débat ici en République démocratique du Congo, mais aussi de l'état des sièges qui a été prorogé plutôt récemment à la Chambre basse du Parlement. Voilà, merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ces jours. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye bye.